Bonjour la team, je vous fais ma petite review sur le livre que j'ai lu la semaine dernière. C'était Un cerveau pour changer, comprendre la PNL. C'était de Richard Bandler, un des papas de la PNL. Donc c'était du très très lourd et en même temps, ce que j'ai bien aimé, c'est que je pense que c'est accessible même à quelqu'un qui connaît rien à la PNL. Il peut le lire et en tirer des bénéfices, quoi, comprendre des choses qui lui seront utiles. Donc, le mind map, c'est celui que j'avais fait à l'arrache dans le TER, je l'ai refait au propre. Il, il est ici au propre. Donc j'avais repris en image centrale le cerveau avec les engrenages qu'on voit un peu ici. Voilà, j'étais reparti un peu là-dessus. Et ensuite, donc j'ai commencé par une branche visualisation submodalité. Donc la visualisation, on vous explique dans le livre, c'est une technique, je pense que vous connaissez déjà, parce que vous êtes plusieurs à connaître la PNL. Ça consiste à revivre une scène en fermant les yeux ou à imaginer une scène et on va jouer sur les effets que cette scène nous, les effets que cette scène a sur nous en fait. Et on va essayer de modifier ces effets en allant toujours vers le positif, bien sûr. Et pour cela, on va influencer les différentes submodalités qu'on trouve ici. Donc je les ai mis, j'ai mis celles qui sont dans le livre, il y en a plus encore, mais je pense que déjà celle-là, ça fait une bonne liste. Donc on va jouer sur la couleur, on va jouer sur la distance, est-ce que c'est loin de nous, près de nous, la profondeur, est-ce que c'est une image 2D, est-ce que c'est une image 3D, la teinte, on va mettre en valeur certaines couleurs par rapport à d'autres, la durée, on va changer vraiment le laps de temps pendant lequel se passait cette scène. Si ça durait quelques secondes, on va imaginer ce qui s'était passé si ça durait 1 heure par exemple. La clarté et le contraste, donc là c'est le jouer sur la lumière et l'ombre. La transparence, ça va mettre des éléments en transparence qui soient translucides pour qu'on puisse voir ce qu'il y avait derrière. L'orientation, donc changer l'angle, changer l'endroit où on se trouve au niveau du visionnage. La vitesse, donc accélérer, ralenti. Le plan, donc changer vraiment le plan de l'image. Les proportions, on peut grandir quelqu'un, on peut rétrécir quelqu'un, voilà. Le mouvement, donc est-ce que c'est une image fixe, est-ce que c'est un film? Et l'image panoramique, bah, est-ce que c'est voilà, une petite image ou une grande image panoramique? Vraiment, on est sur grand écran, on est au cinéma. Voilà pour la visualisation, donc on va jouer à chaque fois sur ces submodalités. Là, c'est principalement des submodalités visuelles, je crois, mais il y en existe d'autres en fait. Vous en avez pour chaque sens du VACOG. Mais c'est ça, c'est la liste qu'il y a dans le livre. Donc je suis resté vraiment que sur celle-là. Ensuite, on va jouer sur donc le point de vue. Quand on va faire de la visualisation, soit on peut être en point de vue associé, c'est-à-dire qu'on est dans son corps, on revit la scène vraiment à l'intérieur de son corps. Soit on va être en point de vue dissocié. Alors dissocié, on va être extérieur à son corps. Alors il y a deux grands exemples dans le livre. J'ai mis l'autre et film. L'autre, c'est lors d'une conversation, on va essayer de se placer à la place de l'autre ou tout du moins de son point de vue, comme si on était tout petit et qu'on était posé sur son épaule, par exemple. Le film, bah ça c'est vraiment, on va regarder la scène de l'extérieur, comme si on était vraiment extérieur, assis dans un fauteuil devant un écran de cinéma qu'on regardait un film. Ensuite, ça parlait de motivation, j'ai trouvé ça pas mal. Motivation, on nous explique, donc on a des tâches par lesquelles on est attiré, des tâches par lesquelles on est repoussé. Donc les tâches par lesquelles on est attiré, c'est très facile de trouver de la motivation pour les faire. Par contre, celles qui nous repoussent, c'est beaucoup plus dur. Si on s'imagine en train de faire l'action, c'est mort en fait. On va voir que le côté négatif, on va voir tout ce qui nous repousse et on va pas le faire. Par contre, si on s'imagine avoir fait l'action, l'avoir terminée et le bénéfice que ça nous procure de l'avoir terminée, là on va trouver de la motivation. Donc on peut revenir avec la visualisation, s'imaginer avoir fait l'action, se visualiser avoir fait l'action et voir les différentes submodalités, comment ça agit sur nous, ce que ça nous procure. Et là on va pouvoir trouver de la motivation. Ensuite, on a un gros dossier sur les croyances, donc croyances limitantes ou croyances aidantes. Et il y a tout un processus de changement de croyance que j'ai trouvé super intéressant pour vraiment remplacer une croyance par une autre dans notre esprit. Donc pour ça, c'est en 3 étapes. On a la collecte d'infos, le changement de croyance et le test.
Donc la première partie, la collecte d'infos, vous allez avoir votre croyance, vous allez visualiser votre croyance et limitante, celle que vous voulez vous débarrasser et voir comment elle agit sur vous et les submodalités que vous visualisez. Ensuite, vous allez visualiser un doute que vous avez, quelque chose de lequel vous doutez. Et là, vous allez faire pareil, vous allez repasser toutes les submodalités dessus et voir comment elles sont. Et ensuite, vous allez regarder les différences au niveau des submodalités que vous avez sur le doute et sur la croyance. Vous allez vraiment regarder ce qui diffère. Et ensuite, vous allez tester ces submodalités, vraiment les isoler, dire, ah d'accord, par exemple, quand je visualise un doute, c'est loin de moi, une croyance, c'est très proche de moi. Donc vous savez que vous isolez, vous dites la distance, là, il y a un truc à faire. Et ensuite, vous allez visualiser votre nouvelle croyance, donc celle que vous voulez remplacer, enfin, celle qui va venir remplacer votre croyance limitante. Une fois que vous avez tout ce processus de collecte d'infos, vous allez passer au changement de croyance. Donc, le changement de croyance, on va passer de la croyance au doute, c'est-à-dire qu'on va prendre notre croyance dont on veut se débarrasser et on va changer toutes les submodalités qu'on avait sur cette croyance pour que ce soit les mêmes que celles du doute. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au changement de contenu. Changement de contenu, là en fait, on va changer le contenu de notre ancienne croyance par celui de notre nouvelle croyance. Donc là, on va se retrouver avec le contenu qui a changé et nos submodalités. On se retrouve avec notre nouvelle croyance qui est un doute, mais qui remplace l'ancienne croyance. Et donc la dernière étape du doute à la croyance, ça va faire de cette nouvelle croyance à laquelle on doute une vraie croyance, qu'elle soit ancrée. Et donc là, vous allez rechanger les submodalités, les faire repasser aux submodalités de la croyance initiale. Et là, une fois que vous avez fait tout ça, hop, les croyances se sont inversées. Celle-ci a disparu et celle-ci a pris la place. Et donc ensuite, vous allez passer au test. Alors pour le test, il y a plusieurs façons. En fait, vous allez pouvoir utiliser les différentes submodalités et voir, en utilisant les différentes submodalités, est-ce qu'elles sont plus proches de celles du doute ou plus proches de celles de la croyance. Et ensuite, vous allez comparer, vous pouvez également comparer les deux croyances et voir laquelle est plus forte pour vous. Donc, vous faites ce test. Si vous estimez que c'est négatif, vous recommencez l'opération, test, etc. On est dans l'essai-erreur. C'est une boucle jusqu'à ce que vraiment ça s'imprime en vous. Ensuite, j'ai fait une branche apprentissage que j'ai trouvé intéressante aussi, où là, on nous donne quelques astuces mémoire et apprentissage. Donc en premier temps, j'ai mis vouloir oublier. Dans le livre, Richard Bandler, il nous demande de vouloir oublier le chiffre 357. Et vous voyez, j'ai lu le livre jeudi, donc il y a presque une semaine, et je m'en rappelle encore, alors que j'ai pas rouvert le livre pour vous l'expliquer. Et en fait, ça c'est un hack un peu du cerveau. Quand vous essayez d'oublier quelque chose, et ben le cerveau fait l'inverse, il l'ancre. Donc voilà, c'est un petit tip, ça j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, on nous explique, bon, visuel vs auditif, que pour certaines choses, pour retenir des chiffres, il faut mieux se baser sur le visuel. Pour d'autres choses, ça va être l'auditif. Il faut essayer de trouver la mémoire qui est la mieux adaptée au contenu qu'on veut apprendre. Découper l'info, bon, bah là, il prend l'exemple d'une série de nombres. Si on la découpe en nombre de 2, on la retiendra plus facilement. Ensuite, il parle d'échecs d'enseignement. En fait, il explique, on parle toujours d'échecs scolaires, d'élèves en échec scolaire, mais quand on voit le nombre d'élèves en échec scolaire, on devrait plutôt parler d'échecs d'enseignement. J'ai trouvé ça bien. Et ensuite, il parle des élèves hyperactifs contre les profs hyperlents. C'est-à-dire qu'on a des élèves hyperactifs, on dit il faut les gaver de cachet, il faut les ralentir. Et lui, il dit, bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on filerait pas des excitants à tous les profs? Je sais pas, un thermos de café, un rail de coke, histoire que les profs soient hyper énervés et qu'ils soient au niveau des hyperactifs. J'ai trouvé ça drôle aussi, donc je vous le ressors. J'ai trouvé que c'était une façon de penser assez intéressante. Dernière étape, c'est une autre technique de PNL, c'est le switch. Le switch, où là, ça va être vraiment, pareil, essayer de changer, pas une croyance, mais changer un rapport qu'on a à une image, par exemple à une phobie. Je vais prendre l'exemple de la phobie, je pense que c'est le plus simple. Donc vous allez d'abord définir le contexte. Par exemple, le contexte, c'est, voilà, j'ai la phobie des araignées. Je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose d'assez courant.
L'image déclencheur, bah, c'est dès que je vois une araignée, je fais un bond de 3 mètres, je me raidis, sueur, etc. Hop, le téléphone qui sonne, je finis et après, je répondrai aux gens. Donc, sueur froide, etc. Euh, donc, on va créer dans son esprit avec la visualisation l'image de l'état désiré. On va dire, bon, bah, quand je vois une araignée, on va se revisualiser la scène. Ce que je veux, c'est rien ressentir, c'est être indifférent, c'est dire, tiens, une araignée, je suis légèrement surpris, mais sans que ça me procure rien. Donc là, on va jouer vraiment avec les différentes submodalités, dire, ouais, voilà, j'aimerais être dans cet état, j'aimerais être calme, apaisé. Et ensuite, on va switcher. Donc le but, ça va être, tac, d'inverser la nouvelle image avec l'ancienne image. Et puis, bah, on va tester ensuite. Pour le test, on va comparer. On va voir ce que ça fait sur nous. On va visualiser la scène, voir dans l'état qu'on est. Et c'est pareil, c'est une boucle. Exactement comme le changement de croyance. Si le test n'est pas bon, on repart à zéro jusqu'à ce que ça s'imprime. Voilà. Donc j'ai terminé la team. Je vais conclure rapidement parce que faut que je rappelle au niveau du téléphone, c'est pour le taf. Voilà, donc je vais conclure assez rapidement. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire de processus parce que comme vous le savez, moi j'ai une formation technique et j'ai appris à coder. Ça m'a vraiment rappelé l'idée de coder, mais là c'est vraiment coder avec notre esprit, avec nos croyances ou alors nos patterns. C'est vraiment comme faire du code dans notre esprit. Et voilà, ça m'a tout de suite parlé en tant que technicien. Et voilà, c'est plutôt cool. Ok, prenez soin de vous la team, force à vous et à bientôt. Il y a d'autres mind maps